quelques justes, Sodome aurait pu être sauvé. Moi, je suis quand même content que pour la Côte d'Azur, une petite soirée sur Barthes réunisse à peu près une quinzaine de personnes. Donc, il ne faut quand même pas désespérer de notre région. Et ça me fait plaisir, non pas pour moi, mais pour Roland Barthes, dont je voulais vous parler ce soir. Alors, Barthes, c'est un auteur sur lequel j'ai eu l'occasion de réfléchir, de travailler, que j'ai eu le plaisir un petit peu d'enseigner à des étudiants dans différentes formations à la fac. Mais l'avantage que j'ai ce soir, c'est que j'ai un public qui est venu exprès pour entendre parler de Barthes et qui n'est pas contraint dans la perspective d'un examen d'en savoir un peu plus sur Barthes. Donc la gratuité de votre présence sans récompense à attendre est quelque chose de réconfortant et de plaisant. Alors Barthes, tout le monde ne le connaît pas forcément. Je vais essayer d'en tracer un petit peu le portrait relativement rapidement sans faire un cours, parce que je dirais qu'il y a un petit peu deux Barthes. Il y a le Barthes universitaire qui est d'un abord relativement difficile, c'est pas un auteur simple. Il fait partie de cette génération, je dirais, de ces penseurs français des années 60-80. Donc on a Barthes, on a Foucault, on a Derrida, on a Deleuze, des auteurs qui sont pas extrêmement simples à appréhender. Et puis Barthes aussi, de la même façon, qui est un tenant du structuralisme, qui est un peu un chef de file dans ce qu'on appelle la sémiologie, c'est-à-dire l'étude du sens des textes. Alors, cette sémiologie qui est l'étude du sens, c'est un grand mouvement qui est une des branches de la linguistique qui démarre dans les années 1910 et qui accompagne un petit peu tout le siècle. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais il y a des écoles, des chapelles, etc., dans lesquelles s'insère Barthes. Et il est à l'origine d'un mouvement fondateur, d'une revue dans laquelle il a été très présent, qui est la revue Communication. Et il écrit le texte de départ de cette revue Communication à laquelle il collabore, numéro 8 de la revue Communication, sur l'analyse structurale du récit, avec un texte qui célèbre qui commence par « Innombrables sont les reçus du monde », etc., qui montre qu'effectivement il n'y a pas de société sans histoire et sans récit, quelles que soient les formes que le récit puisse revêtir. Que ce soit du conte, que ce soit un récit mythique, un récit de la fondation du monde, ou bien que l'on arrive à un roman de Lévi ou Musso. C'est dans la même logique, c'est dans la logique du récit, et l'homme ne peut pas se passer de cet élément. Alors, Barthes sort des choses qui sont des ouvrages qui ne sont pas toujours très faciles à lire. Dans les choses un petit peu plus sympathiques, il y a un ouvrage des années 65 qui est resté très célèbre, qui est Mythologie. Alors Mythologie, c'est un texte qui est assez merveilleux, où il s'amuse à décoder un certain nombre d'éléments de notre vie quotidienne, en montrant quel est le sens de ce que peuvent avoir un certain nombre d'objets de notre vie quotidienne. Et c'est pas un hasard si la photo de couverture est une photo de l'ADS, cette voiture, cette Citroën des années 50-60, où il y a tout un texte en expliquant quel aspect mythique revêt cette voiture, et comme ça il passe son temps à analyser des choses qui sont, je dirais, des fois un petit peu surprenantes. Il a tout un chapitre qui est extrêmement drôle sur la coiffure des acteurs américains dans les péplums hollywoodiens des années 50-60. Et c'est à mourir de rire son analyse de la coiffure de Marlon Brando dans les péplums de l'époque. Donc c'est un petit ouvrage qui lui peut se lire un petit peu plus facilement dans les textes, si ce n'est qu'il se termine ou il s'ouvre par un texte assez difficile sur l'analyse du mythe, et là c'est peut-être un peu moins simple à lire. Alors je vous signale qu'il était sorti l'année dernière, mais on peut encore le retrouver. Mythologie est ressorti, non pas sous la forme de ce petit ouvrage dans la collection Point, mais sous la forme d'un bel ouvrage avec énormément d'illustrations, sur en fait la France des années 50-60, où il analyse énormément de choses, le costume féminin, il est célèbre pour une analyse du vêtement féminin, une analyse des journaux de mode, et même si l'ouvrage a vieilli, puisqu'il présente une voiture d'il y a 30 ans, en fait on peut toujours rester dans cette espèce de cadre
où il interroge nos objets du quotidien, nos récits mythiques, nos façons de se comporter. Je pense qu'il serait ravi, il est décédé, je reviendrai là-dessus, il est décédé en 80, il serait ravi à l'heure actuelle de pouvoir nous en balancer un maximum sur l'usage des téléphones portables, des tablettes, et tous ces éléments avec lesquels on vit, et qui, je dirais, qui bercent notre quotidien en montrant comment on peut les interpréter et voir quel sens on peut donner à ces objets. Oui, je t'en prie. Tu pourrais nous lire un petit passage pour qu'on se rende compte un peu? Alors, je vais pas. Illustrer ce que tu D'accord. Je vais pas le faire pour une raison bien simple. C'est que le texte, je pourrais faire une autre occasion, mais je dirais ce que j'ai à vous présenter est déjà tellement riche. Mon problème a été de couper pour arriver à essayer de tenir dans le cadre d'à peu près d'1h30, étant entendu que je souhaite que l'on discute ensemble au maximum. Le petit livre, le Mythologie de Barthes, se trouve assez facilement. Tu peux le trouver à la Sorbonne ou dans n'importe quelle librairie. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça vaut son pesant. Il y a des choses qui sont extrêmement drôles dans cet ouvrage, dans Mythologie. Alors, donc j'ai fait en sorte de couper, parce que la pensée de Barthes, il y a énormément de choses. Donc à côté des textes, de ces textes assez difficiles, il y a un texte qui a assuré, je dirais, la notoriété de Barthes vis-à-vis du grand public. Parce que Barthes, c'est un auteur difficile, c'est quand même un prof à la Sorbonne, il est à l'école des hautes études, tout le monde ne lit pas Barthes, même dans les années 60, dans les années 60-80. Et en 77, il sort ceci, fragment d'un discours amoureux. Fragment d'un discours amoureux, qui est le texte qui le fait connaître du grand public. Donc il est très à la mode à ce moment-là, et tout le monde lit Barthes, il est de bon ton de lire Barthes, tout le monde a lu Barthes à ce moment-là, je dirais parmi, je dirais dans certains milieux parisiens dans lesquels il est de bon ton d'être au courant. Il se rend très célèbre parce que son livre est présenté dans une émission de Pivot apostrophe en même temps qu'une interview de Françoise Sagan. Alors là, bien sûr, en passant chez Pivot, il sort du Cénacle universitaire, il est lancé et tout le monde entend parler de son texte, qui est beaucoup plus facile à lire et à appréhender que les autres. Alors, c'est ce texte-là sur lequel je voudrais vous proposer quelques lectures et quelques discussions, parce que c'est ça qui pourrait être un petit peu sympa, pas être uniquement dans la logique je parle, vous écoutez, mais qu'on puisse en même temps échanger là-dessus. Alors, très vite, le parcours de Barthes. Barthes, il naît en 1915. Il naît en 1915 d'un père officier de marine qui réussit d'ailleurs mieux sa mort que sa vie. Il avait une carrière relativement modeste dans la marine marchande et puis il meurt héroïquement pendant la guerre de 14, dernier capitaine sur son bateau coulé par des torpilleurs allemands. Sa mère se retrouve veuve de guerre, mais des veuves de guerre après la guerre de 14, il y en a eu tellement. Et Barthes grandit, je dirais, d'une façon extrêmement modeste. Barthes connaît la pauvreté, les privations, il en est à se poser des questions sur la façon dont on va se nourrir le soir. Donc il vit de façon très modeste, avec son frère, avec un frère qu'il aura plus tard, parce que sa mère va se remarier, mais Barthes vit avec sa mère. Et donc cette présence de la mère est très importante chez Barthes. Elle est génératrice ou non, j'en sais rien, on peut se poser la question, mais Barthes est homosexuel, il l'affirme, il le dit, il y a même des épisodes assez savoureux là-dessus, et il est indéniable que cette mère, qui est la seule femme de sa vie, compte énormément pour lui, et lui fait entretenir une relation qui est quand même relativement complexe vis-à-vis de l'amour. On va le voir dans ce texte où Barthes écrit d'une façon un petit peu impersonnelle, mais à certains moments il se lâche et on comprend quand même que c'est un texte qui s'adresse peut-être plus à un homme qu'à une femme. Si ce n'est qu'à un certain moment il prend la précaution oratoire de mettre un il ou un elle entre parenthèses pour nous laisser la possibilité d'ouverture et de nous approprier nous-mêmes le texte. Il habitait Paris ou en province? Alors, Barthes, après son enfance, il est béarnais d'origine. Hein. Barthes est béarnais d'origine, béarnais voire même basque dans cette partie. Il grandit en province, il est de santé fragile, né en 1915, il ne fait pas la guerre de 40. Il passe en fait les années 41 à 45 ou 46 dans un sanatorium. Il est de santé fragile, donc il n'est pas engagé, il n'est pas mobilisé en 40, il est réformé.
Et donc il ne participera pas, je dirais, ni au combat de la libération, mais son engagement politique fait que relativement rapidement, la libération, il écrit dans le journal de la Résistance les combats. Et c'est là où il commence un petit peu à se faire connaître. Donc il fait des études à Paris, il fait des études de lettres, puis des études de philo, et vers 1944, il obtient l'autorisation d'enseigner, et il commence une carrière d'universitaire en fac. Il est un produit du quartier latin. Barthes, c'est la Sorbonne, c'est l'école des hautes études. Il fait vraiment partie de cette espèce d'espace hyper restreint qui se situe entre le boulevard Saint-Michel, la rue des Carmes et la rue de la Sorbonne. Il est donc ce produit de l'intelligentsia parisienne, et totalement. Et puis donc, sa vie, je ne vais pas développer tout ça, ça ne présente pas un énorme intérêt parce qu'il a une vie quand même relativement réglée, tranquille, d'universitaire qui va faire ses cours. Et puis le traumatisme pour Barthes, c'est la perte de sa mère en 77. Sa mère décède en 77. Et pour Barthes, c'était vraiment le repère affectif qui était vraiment important. Et il meurt en 80 bêtement d'un accident fauché par une camionnette de livraison dans le quartier de la Sorbonne. Il meurt en 80. Mais c'est un auteur qui va marquer toute sa génération. Il est évidemment un petit peu moins connu maintenant, il est un peu passé de mode, mais il reste quand même une référence dans le milieu universitaire par des thèses vraiment importants sur la sémiologie, et puis sur un autre point dont je ne parlerai pas ce soir, parce que là c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile à aborder, c'est sa refonte sur la critique littéraire. C'est-à-dire que jusqu'à Barthes, la critique littéraire, ça consiste à prendre un ouvrage, à s'intéresser à un auteur, à sa biographie, à parler de l'œuvre en fonction de l'auteur, et c'est la critique classique. Et il est au centre de la nouvelle critique, il est fondateur d'une nouvelle critique. Alors il y a des controverses entre profs de Sorbonne, où il explique que ce qui est intéressant, c'est l'analyse du récit, de repérer de ce qu'il appelle des invariants, la structure du récit, comment s'organise le récit. Donc ce sont des choses qui sont assez complexes, sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir ce soir, pour vous livrer un Barthes un petit peu différent, un Barthes le Barthes abordable, le Barthes de fragments d'un discours amoureux. Alors, fragment d'un discours amoureux, oui, je t'en prie. Une question, tu vas parler d'amour, discours amoureux. Donc, si j'ai bien compris, il ne s'est jamais marié, évidemment. Ah non, il n'a pas eu d'enfant. Jamais marié, jamais eu d'enfant. Des relations homosexuelles plus ou moins connues, plus ou moins avérées. Attention, on est en 80, dans les années 60-80. Culturellement, on n'est pas en 2013. Il ne fait pas son coming out. Si ce n'est que quand même, on le voit, il l'affirme. Il y a des histoires d'ailleurs même un peu sordides où il veut se faire préfacer. Il propose à un jeune auteur de préfacer un de ses bouquins à condition qu'il couche avec lui, l'autre refuse. Il y a des choses qui ne sont pas très nettes quoi, de ce côté-là. Mais indépendamment, moi, du Barthes sur lequel j'ai travaillé sur ces livres pas très drôles, hein, Mythologie, l'analyse structurale du récit, il y a le texte, les fragments d'un discours amoureux, que moi j'ai découvert il y a 3 ou 4 ans, dit au théâtre par Lucchini. Ah oui. Alors, et là effectivement, mais là c'est quelque chose. Tu nous l'as fait à la Lucchini ce soir. Non, parce que ce ne serait pas mon intérêt, il est inimitable, il est totalement inimitable. Ah, puis c'est pareil, il ne va pas se reproduire. Quoi. Voilà, exact. Si, sous une certaine forme. Mais non, il ne faudrait pas que je tombe dans le plagiat de Lucchini, ce serait un petit peu dommage. Et comme le disait une critique, parce que j'ai réécouté, j'ai le texte à la maison, il m'a été offert, j'ai le CD de Tout sur Robert, dans lequel Lucchini lit le texte de Barthes qu'il a connu. Barthes lui faisant d'ailleurs des avances, il y a un épisode qui est assez savoureux, où Lucchini, jeune étudiant, se retrouve chez Barthes, il y a des choses qui sont complètement désopilantes au travers de la lecture du texte. Donc je ne vais pas plagier Lucchini parce qu'il est inimitable, mais il est certain qu'il m'a donné le goût de ce texte que j'avais trouvé il y a déjà une dizaine d'années. J'étais tombé sur fragment d'un discours amoureux à un moment à la FNAC. Et puis bon, j'avais ouvert, et puis ça ne me parlait pas trop. Mais effectivement, mis en bouche par Lucchini, ça revêt un aspect totalement différent. Il y a une critique de Lucchini en disant, mais de toute façon, Lucchini,
nous dirait les résultats du tiercé ou la liste de ses courses, de toute façon on serait pendu à ses lèvres. Donc c'est un petit peu la même chose. Alors, ce soir, moi je vous propose sur un ton un petit peu plus léger, de découvrir un certain nombre de pages de Roland Barthes au travers de ces fragments d'un discours amoureux. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Parler en public, enseigner, bon, vous vous rendez compte, j'en ai quand même un petit peu l'habitude, mais un petit café philo, un petit café littéraire, c'est la première fois. Pour ceux qui ne l'avaient pas entendu tout à l'heure, j'ai été très frustré que, par mesure d'économie, l'université fasse sauter mon cours de sémiotique dans un diplôme où j'enseignais à l'IAE. Bon, restriction de crédit, votre cours saute. Effectivement, donc c'était très frustrant d'avoir un cours de sémiotique qui sortait, surtout que je parlais de Barthes à des étudiants. Donc je me venge ce soir en vous infligeant du Barthes et en pouvant effectivement vous faire passer cet auteur que j'aime tellement. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée. Pour moi c'est une nouveauté, moi j'ai plaisir à voir qu'on est nombreux ce soir à cela. Si ça fonctionne bien et si vous en êtes ravis, moi ce que je vous proposerai, j'anticipe un petit peu, je vous proposerai de vous retrouver, peut-être d'ici un mois, au travers d'un autre auteur qui est absolument merveilleux, et totalement oublié, qui est Crébillon fils. Crébillon fils, auteur 18e, Les égarements du cœur et de l'esprit, la nuit et le moment, mais on aura l'occasion d'y revenir. Personne n'a écrit d'une façon aussi élégante que Crébillon dans la deuxième moitié du 18e. Donc là aussi, ce sont des textes où il y a une magie des mots, une magie du verbe, devant laquelle on ne peut pas passer indifférent. Alors ce sera ça, ou bien la correspondance amoureuse de Diderot à Sophie Volant. Il y a des tas de choses à raconter qui peuvent être absolument passionnantes. Voilà. Alors, je vous propose de partager cet enthousiasme, et je remercie nos hôtes de nous accueillir ce soir. Je crois que c'est un endroit qui est idéal, on est très bien ici, vous êtes confortablement installés, on y arrive facilement, je crois qu'on peut passer un petit moment ensemble de façon sympathique. Alors, on prépare toujours une soirée comme ça là, c'est évident, je n'arrive pas d'une façon innocente, et puis à la dernière minute, on trouve le texte. Le texte qui va tout chambouler, je pensais commencer par un autre texte qui est là, et puis j'en ai trouvé un autre, en me disant, mais celui-là, il faut que je vous le fasse passer, parce qu'il est intéressant dans sa logique, et il est, je dirais, une espèce de texte au deuxième degré, il est un texte sur le texte, c'est du métalangage, et ce texte-là, je dirais, il remet, peut-être en situation l'ensemble des textes qui vont suivre. Aimer l'amour. Annulation. Bouffée de langage au cours de laquelle le sujet en vient à annuler l'objet aimé sous le volume de l'amour lui-même. Par une perversion proprement amoureuse, c'est l'amour que le sujet aime, non l'objet. Charlotte est bien fade. Alors oui, Charlotte, je vais parler de Charlotte parce que le texte de Barthes, le fragment d'un discours amoureux, il s'appuie effectivement sur un certain nombre de textes qui parlent de l'amour dans la littérature. Et le livre central de fragments d'un discours amoureux sur lequel il s'appuie est une analyse du Werther de Goethe, que j'avais jamais lu, je l'ai lu ce week-end. On peut avoir le droit de lire, passer ses années universitaires, le Werther de Goethe, et il y a effectivement des choses qui sont extrêmement intéressantes quand on fait un peu l'effort de se replonger dans cette littérature de la deuxième moitié du XVIIIe ou en plein moment du romantisme. C'est un livre fondateur qui est important, mais effectivement qu'on a un peu tendance à oublier, puis quand on l'apprend, quand on est au lycée, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Il faut quelques années de plus, des cheveux gris ou une absence de cheveux pour en retrouver tout l'intérêt. Donc, aimer l'amour. Charlotte est bien fade. Charlotte est l'héroïne et celle dont Werther est amoureux. Charlotte est bien fade, c'est le piètre personnage d'une mise en scène forte, tourmentée, flamboyante, montée par le sujet Werther. Par une décision gracieuse de ce sujet, un objet phallo est placé au centre de la scène et adoré. Encensé, pris à partie, couvert de discours, d'oraisons et peut-être en sous-main d'invectives. On dirait une grosse pigeonne immobile tassée dans ses plumes autour de laquelle tourne un mâle un peu fou. Bon, est-ce qu'il y a quelque part un certain mépris de la femme dont Barthes ne peut pas s'empêcher de le mettre en mots? Il ne l'a pas dit, mais je vous laisse le soin. Il ne la connaît pas.
Il suffit que dans un éclair, je vois l'autre sous les espèces d'un objet inerte, comme empaillé. Décidément, il y en veut, en tant que volatile, pour que je reporte mon désir de cet objet annulé à mon désir lui-même. Que je reporte mon désir de cet objet annulé à mon désir lui-même. C'est mon désir que je désire et l'être aimé n'est plus que son suppôt. Je m'exalte à la pensée d'une si grande cause qu'il laisse loin derrière elle la personne dont j'ai fait le prétexte. Je sacrifie l'image à l'imaginaire. Et si un jour vient où il me faut bien décider de renoncer à l'autre, le deuil violent qui me saisit alors, c'est le deuil de l'imaginaire lui-même. C'était une structure chérie et je pleure la perte de l'amour et non tel ou tel. Je pleure la perte de l'amour et non de tel ou tel. Voilà donc l'autre annulé sous l'amour. De cette annulation, je tire un certain profit. Dès qu'une blessure accidentelle me menace, une idée de jalousie par exemple, je la résorbe dans la magnificence et l'abstraction du sentiment amoureux. Je m'apaise de désirer ce qui étant absent ne peut plus me blesser. Je m'apaise de désirer ce qui étant absent ne peut plus me blesser. Cependant, aussitôt, je souffre de voir l'autre que j'aime ainsi diminuer, réduit comme exclu du sentiment qu'il a suscité. Je me sens coupable et je me reproche de l'abandonner. Un revirement s'opère, je cherche à le désannuler, je m'oblige à souffrir à nouveau. Alors là, bon, je trouve que ce texte est très drôle parce qu'il est une espèce de métadiscours sur l'amour. Je ne suis plus amoureux de tel ou tel, mais je m'interroge sur ce qu'est l'amour, et en fait c'est de ça, c'est une chose qui peut arriver. Je ne suis plus amoureux de tel ou tel, je suis amoureux de l'idée que je me fais de la personne et de la situation dans laquelle je peux me trouver. C'est très romantique. Oui, 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 ça arrive. C'est très romantique. Bien sûr. Alors, on n'est pas dans un cours, donc si vous voulez intervenir, il n'y a aucun problème, on se parle. Bonsoir Patoun. On se parle, la parole se prend, il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a absolument aucun problème. Je ne comprends pas pourquoi ils s'obligent à souffrir. Parce que, alors, là, c'est toute la... Alors, le sujet est complexe. Je propose de le découvrir au fur et à mesure. Il est très difficile d'avoir une explication unique en disant, et là c'est un problème de l'interprétation du texte, est-ce que c'est dans la nature de Werther de vouloir souffrir? Est-ce qu'effectivement, tel que c'est posé ici, Werther ne songe-t-il pas à être amoureux avant d'être amoureux de Charlotte? C'est ça qui peut être intéressant, effectivement. En quoi, effectivement, tombe-t-il dans une espèce de logique de l'amour? Et je dirais, parce qu'on le retrouve par ailleurs dans un autre texte qui peut être un peu plus loin dans la lecture, et que je dévoile peut-être un peu prématurément, en fait, Werther s'ennuie. Il n'a rien à faire. Il fait partie de cette catégorie de gens, je dirais, disposant de revenus suffisants lui permettant d'être un oisif au milieu du XVIIIe. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il tombe amoureux parce qu'il n'a rien de mieux à faire. Hein, il n'est pas à l'usine, hein, il n'est pas dans une fabrique industrielle quelque part dans le nord de l'Angleterre, il n'est pas dans une mine de charbon, il n'est pas en train de travailler la terre, donc il a le temps de penser. Et il se dit qu'on ne va pas tomber amoureux. Donc il y a cette notion qu'on ne trouve pas forcément ici, mais je dirais de l'oisiveté, qui permet peut-être ce sentiment peut-être inutile, et qui pousse jusqu'à sa logique qui est celle du suicide à la fin de l'ouvrage. Il se suicide, Werther se suicide, alors c'est très intéressant, il se suicide en apparence parce que son amour pour Charlotte est impossible. Il rencontre Charlotte au moment où elle n'est que fiancée, puis Charlotte se marie, mais tout de suite il en tombe complètement amoureux. Et toutes les pages, là vous aurez des extraits où Werther se complaît dans cet amour qui est totalement impossible. Il est amoureux de Charlotte, mais dans une espèce de logique implacable, comme s'il avait choisi comme système de pensée, comme manière d'être. C'est ça où c'est intéressant. Et d'une façon logique, il comprend que ça ne peut pas aboutir. Et moi, ce que je trouve intéressant quand on lit le Werther de Goethe, c'est le moment du suicide. Le moment du suicide de Werther et le moment où Charlotte lui avoue qu'elle l'aime. Très curieux. C'est très curieux. Le livre fait à peu près 150 à 200 pages. Il s'étale sur à peu près une durée de 2 ans. Entre le moment où
arrivant dans cette espèce de petite ville, il fait partie des oisifs, de la bonne société du coin, donc il se retrouve invité à passer une soirée chez le bailli, qui est le père de Charlotte. Il découvre, il fait la connaissance de Charlotte, et puis il vit dans cette espèce de société de bourgeoisie allemande de la fin du 18e, et puis, et bien, comme il n'a rien d'autre à faire, il tombe amoureux de Charlotte. Il tombe amoureux de Charlotte, et puis ça traîne effectivement. Charlotte lui dit qu'elle est promise à quelqu'un, mais qui n'est pas là, donc il reviendra un peu plus tard. Donc pendant un certain temps, Werther pense qu'il va pouvoir se passer quelque chose avec Charlotte, qui n'arrive pas. Et l'affaire dure pendant 2 ans, Charlotte se marie, il se rend compte qu'il vit un amour impossible, il est constamment, de toute façon, épris de Charlotte, il est monomaniaque, hein, il y a uniquement Charlotte. C'était la mode aussi. Hein. C'était la mode, oui, parce que... Oui, effectivement. L'amour impossible. L'amour impossible, effectivement. Etc. Maintenant, on se pose plus de questions. C'est pour ça que Peace and Love, ça veut dire passer à l'acte pour vous l'enlever de la tête. Si, on se pose des questions. Je schématise. C'est pas dans la logique de l'époque. C'est effectivement, comme le disait effectivement Hélène, en quoi est-ce intéressant? C'est qu'effectivement, on n'est plus dans la même relation avec les aides. Si ce n'est que moi, j'ai en tête quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps, à l'époque où j'étais étudiant. Et c'est pas un hasard, quelqu'un qui était étudiant comme moi, qui avait à peu près 18-20 ans. Il était amoureux d'une façon impossible d'une fille qui était superbe dans l'amphi, qui était déjà avec quelqu'un, mais il avait décidé d'être amoureux de quelqu'un qui n'était pas libre. Et donc il avait traîné cette espèce d'amour impossible en jouant ce chevalier servant, les accompagnant, et ça, effectivement ça faisait totalement penser à Werther. Bon, c'est pas un hasard, il était allemand d'origine. Mais c'est le genre de choses qui arrive à 20 ans. C'est le genre de choses qui arrive à 20 ans, qui arrive dans un certain contexte. Je dirais qu'il faut être capable de se projeter dans cet espace et dans ce temps qui n'est plus du tout le nôtre. Hein, c'est vrai qu'on ne va pas se compliquer autant la vie à l'heure actuelle, et puis se complaire dans une espèce d'amour impossible, c'est plus tout à fait dans notre logique. Mais on pourrait effectivement s'y complaire. Je pense que dans les cabinets des psychanalystes... Pardon? Oui, Sabine, tu disais? C'est pas une question de logique. Quand tu es de tomber amoureux de quelqu'un, c'est pas une logique. C'est un truc. Et voilà. Oui, mais il y en a Quand tu pas es vraiment amoureux, c'est un Alors, Sabine, on va le voir sur le texte suivant. Effectivement, là, Sabine me fait embrayer directement sur le... amoureux de l'idée de l'amour. Exactement. Alors, Sabine me fait directement arriver sur le premier texte. Le fait que ça existe beaucoup, comme tu sais que c'est impossible, comme par exemple, Ça interroge beaucoup de femmes et d'hommes. Il y en a beaucoup Alors, qui vont avec des gens qui l'ont pour Sabine, principalement, mais pour les autres, ravissement. on est à la fin du bouquin. Non, alors, Ça nous fait brûler les étapes. j'ai sélectionné une douzaine de textes. J'ai sélectionné une douzaine de textes, mais je ne les lis pas par ordre chronologique de l'écriture du livre. De toute façon, le livre de Barthes est écrit par ordre alphabétique. Donc il prend un certain nombre de thèmes, et par exemple, absence et avant tendresse, suite est avant tendresse, etc. Donc il y a un ordre alphabétique. Il a choisi une espèce de neutralité vis-à-vis des thèmes qu'il aborde en les mettant dans cet ordre-là. Et j'ai préféré trouver une espèce de logique, parce qu'après tout, je suis libre de mes choix de lecture. Donc, le premier texte que je voulais vous lire est à la fin, parce que le texte c'est ravissement. Ravissement. Ravissement, épisode réputé initial, mais il peut être reconstruit après coup, au cours duquel le sujet amoureux se retrouve ravi, capturé et enchanté par l'image de l'objet aimé. Nom populaire, coup de foudre, nom savant, énamoration. Et quoi? Énamoration. C'est pas loin de l'italien, enamora, de tomber amoureux. On le dit en italien, il n'est pas très usité en français, mais c'est énamouré, ou l'énamouré, effectivement. Je suis énamouré, je suis tombé en amour pour. La langue a posé depuis longtemps l'équivalent de l'amour et de la guerre. Dans les deux cas, il s'agit de conquérir, de ravir, de capturer. Je suis désolé, mais ça va encore tomber sur toi. Chaque fois qu'un sujet tombe amoureux, il reconduit un peu du temps archaïque où les hommes devaient enlever les femmes pour assurer l'exogamie. Tout amoureux qui reçoit le coup de foudre a quelque chose d'une Sabine ou de n'importe laquelle des enlevés célèbres. Cependant, curieux chassé-croisé, dans le mythe ancien, le ravisseur est actif, il veut saisir sa proie, il est sujet du rapt, dont l'objet est une femme, comme chacun sait, toujours passive. Dans le mythe moderne, celui de l'amour-passion, c'est le contraire, le ravisseur ne veut rien, ne fait rien,
il est immobile comme une image, et c'est l'objet ravi qui est le vrai sujet du rapt. Ça va revenir constamment dans le texte, cette différence entre le sujet de l'amour et l'objet de l'amour. L'objet de la capture devient le sujet de l'amour, et le sujet de la conquête passe au rang d'objet aimé. Et le sujet de la conquête passe au rang d'objet aimé. Effectivement, une espèce d'objectivation du sujet. C'est-à-dire que la personne est niée en tant qu'individu, elle devient un quelque chose qui est dans la logique de fonctionnement de l'individu qui a décidé de tomber amoureux d'un objet. Le coup de foudre est une hypnose, je suis fasciné par une image, d'abord secouée, électrisée, mutée, retournée. L'épisode hypnotique, dit-on, est d'ordinaire précédé d'un état crépusculaire. Le sujet est en quelque sorte vide, disponible, offert sans le savoir au rapt qui va le surprendre. De même, et là je reviens effectivement à ce que tu as anticipé, Werther nous décrit assez longuement la vie insignifiante qu'il mène à Valheim avant de rencontrer Charlotte. Point de mondanité, du loisir, de la seule lecture d'Homère, une sorte de bercement quotidien un peu vide, prosaïque. Il se fait cuire des petits pois, ça se trouve dans le texte de Goethe. Cette merveilleuse sérénité n'est qu'une attente, un désir. Je ne tombe jamais amoureux que je ne l'ai désiré. Je ne tombe jamais amoureux que je ne l'ai désiré. La vacance que j'accomplis en moi et dont tel Werther innocemment je m'enorgueillis, n'est rien d'autre que ce temps plus ou moins long où je cherche des yeux autour de moi, sans en avoir l'air, qui aimer. Certes, à l'amour, il faut un déclencheur, comme au rapt animal, le leurre est occasionnel, mais la structure est profonde, régulière, comme est saisonnière la pariade animale. Cependant, le mythe du coup de foudre est si fort, cela me tombe dessus sans que je m'y attende, sans que je le veuille, sans que j'y ai la moindre part, qu'on est stupéfait si l'on entend quelqu'un décider de tomber amoureux. On est stupéfait d'entendre quelqu'un décider de tomber amoureux. Tel Amadour voyant Floride à la cour du vice-roi de Catalogne, ça c'est tiré de l'Heptaméron, un recueil de nouvelles de Marguerite de Navarre aux alentours de